Salut à tous, c'est Etienne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Rendez-vous du SMMA, une série dans laquelle je documente l'aventure de notre agence de publicité. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Etienne, je suis le CEO de Roots. Il y a 16 mois, j'ai créé une agence avec 2 associés. Depuis on a accompagné près de 90 marques, on est passé de 0 à 13 personnes, et on a récemment passé la barre symbolique des 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Chaque mois je dresse un bilan de notre évolution pour garder une trace écrite de ce que l'on a fait, et comme d'habitude, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Ce qui est cool dans mon métier, c'est que tous les jours, il évolue. Donc l'avantage c'est que je m'ennuie jamais, mais l'inconvénient c'est qu'il y a toujours beaucoup de problèmes à résoudre. Bon en vrai c'est pas vraiment un inconvénient parce que j'apprends plein de choses en chemin, et du coup ça me fait du contenu à te partager. Aujourd'hui, programme chargé, on va parler de pourquoi la trésorerie est plus importante que le chiffre d'affaires. Ensuite, on va s'intéresser au premier plafond de verre que rencontrent les agences. On va aussi parler de la guerre des talents dans notre métier, de notre shift récent vers les grands comptes, et on finira bien sûr avec les chiffres des 2 mois écoulés, puisque ça fait un petit moment que je vous dois un bilan. Avant ça, si c'est pas déjà fait et que le contenu te plaît, tu peux bien évidemment mettre un petit like sur cette vidéo et même t'abonner à ma chaîne. Et comme toujours, je te souhaite un excellent visionnage. C'est parti. Premièrement, la trésorerie. S'il y a bien une chose que j'ai compris sur le tard, c'est que l'oxygène d'une boîte, c'est son cash flow. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir vu partout sur LinkedIn et d'avoir été mis en garde par d'autres amis entrepreneurs, mais tant que je n'y avais pas été confronté moi-même, je prenais un peu ça par-dessus la jambe. La trésor, c'est globalement combien est-ce que tu as d'argent sur le compte en banque de ta boîte, et c'est très différent du chiffre d'affaires. Tu peux faire beaucoup de chiffres et être super rentable tout en faisant faillite. En France, et particulièrement dans le monde des agences, le standard, c'est émission de la facture en fin de mois avec un délai de paiement à 30 jours. Ce que ça veut dire, c'est que si tu commences une prestation le 1er janvier, tu émets ta facture le 1er février, et tu reçois ton paiement en théorie à partir du 1er mars. Ce qui te fait 60 jours de délai de paiement entre le moment où tu as commencé à travailler et le moment où tu reçois ton argent. Mais pendant ces 2 mois pendant lesquels tu délivres les prestations, il faut quand même payer les salaires. Donc si c'était que 2 mois en théorie ça pourrait être gérable, mais le vrai problème c'est qu'en France personne ne paye ses factures à l'heure, ou du moins pas la majorité des clients. Au début j'avoue que je m'inquiétais pas du tout sur ce sujet, je voyais mon chiffre d'affaires augmenter, mes marges qui étaient bonnes, donc j'ai investi. Recrutement, site web, outils, prestataires, et au fur et à mesure que le temps passait, nos charges fixes ont augmenté jusqu'à atteindre près de 50 000 euros le mois dernier, qui était particulièrement élevé puisqu'on a versé les variables de l'équipe. Mais en parallèle notre trésorerie elle n'a pas augmenté, elle a stagné. Donc il y a quelques semaines j'ai fait un point avec mon expert comptable qui m'a présenté les comptes de l'entreprise. Même si on est super rentable, on fait à peu près 35% d'EBITDA en 2023, et ces derniers mois on avait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires qui était en créance client. Autrement dit, que l'on n'avait pas encaissé. Évidemment ce chiffre est beaucoup trop élevé, et plus on se développe et plus on investit, et plus ça peut menacer la boîte. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris le sujet à bras le corps et on a mis tout un tas de petites actions pour rectifier le tir le plus rapidement possible. Déjà on a commencé par relancer tous nos clients beaucoup plus agressivement que ce qu'on faisait par le passé, en leur demandant des dates de paiement, des preuves de virement, et en mettant plusieurs niveaux de relance, depuis la comptabilité jusqu'à moi. Ensuite on a mis en place un suivi hebdomadaire en interne pour voir quels sont les impayés et où est-ce qu'on en est au niveau des relances. En anticipation, on a demandé à une partie de nos clients si c'était OK pour passer sur un prélèvement automatique, et donc on a une dizaine de clients que l'on va basculer dès le mois prochain sur GoCardless. Pour tout ce qui n'est pas des prestations récurrentes, par exemple les frais de setup ou de la créa one shot, on demande désormais un paiement avant le démarrage de la prestation. Résultat, avec ces actions, on a pu récupérer une bonne partie de nos créances, et notre trésorerie est repartie à la hausse, ce qui nous permet d'être un peu plus serein sur les investissements à venir. Mais on a encore pas mal d'argent dehors à aller chercher, et parfois ça peut être un petit peu complexe si on veut pas rentrer dans du litige. Au final, ce petit coup de flip a été plutôt utile, puisqu'on a compris que les finances, c'était pas des blagues, et que c'était beaucoup trop important pour être géré à l'arrache. Donc on a décidé d'ouvrir un poste de responsable administratif et financier pour intégrer la compétence en interne. Je suis d'ailleurs en train de faire passer les entretiens en ce moment même. Deuxièmement, le plafond de verre. Depuis quelques mois, l'agence est dans une phase un petit peu particulière. Une sorte d'entre-deux bâtard qu'il faut qu'on arrive à passer. Pour recontextualiser, dans l'agence on est aujourd'hui 13 personnes. 6 personnes au pôle performance, 4 personnes au studio créatif, 2 personnes dans la team content, et moi pour chapeauter le tout. Comme tu peux le constater, on n'a pas de RH, pas de directeur commercial, et pas non plus de responsable financier. Ces 3 postes sont donc des fonctions que j'assure en direct. Le problème de ça, c'est que mon temps est limité, et donc ça nous ralentit sur certains projets. On est par exemple en retard sur le recrutement, et donc ça tire un petit peu sur les équipes de prod. Il y a beaucoup d'activités commerciales à gérer, donc je fais pas ça super efficacement. Et même si nos finances vont bien, elles sont pas aussi bien gérées que si on avait quelqu'un dédié à ce sujet. Tu me diras, pourquoi pas recruter simplement un directeur commercial, un responsable financier et un RH? Alors oui, mais le problème avec ces postes-là, c'est que à part le commercial, ils rapportent pas d'argent, par contre, ils coûtent cher. Il faut donc être en capacité de les financer, ce qui n'était pas notre cas jusqu'à maintenant. Heureusement, les choses ont bien évolué, tous nos indicateurs de croissance sont au vert, donc je peux enfin recruter sur ces postes, et honnêtement, il était temps. En fait, cet entre-deux, il est un petit peu dangereux, parce que si tu restes bloqué dans cette phase trop longtemps, tu risques d'abîmer ta boîte, tes équipes, et même peut-être ta santé. L'enjeu maintenant, c'est de tenir encore quelques mois en assurant ces fonctions, jusqu'à ce que je staffe quelqu'un et que je puisse enfin déléguer, et surtout de trouver les bonnes personnes pour me remplacer, ce qui me fait une excellente transition vers le recrutement. Troisièmement, la guerre des talents. Dans une agence, le nerf de la guerre, c'est les talents. Pourquoi? Parce que la croissance est directement corrélée au niveau de compétence des équipes en charge de délivrer la prestation. Vu que c'est eux qui sont au contact des clients, s'ils délivrent quelque chose de moyen, le client sera pas satisfait, donc il va partir, ta réputation va prendre un coup, et ta boîte va tout doucement se péter la gueule. Donc pour éviter ça, à part sur des fonctions internes ou un peu moins stratégiques, on a pris la décision de ne pas recruter de profil junior, mais plutôt de favoriser des personnes avec déjà de l'expérience. Et jusque là, au vu de nos chiffres, c'est un pari qui s'avère plutôt gagnant, d'autant plus que l'exigence et la complexité de nos clients évoluent avec le temps, et donc avec des profils un peu moins expérimentés, ça aurait été compliqué de continuer à délivrer. La vraie question pour une agence, c'est comment attirer des talents dans un environnement aussi concurrentiel. Et bien à mon sens, il faut réunir 3 conditions. Premièrement,
Premièrement, un projet stimulant qui donne envie de rejoindre la boîte. Deuxièmement, des bonnes conditions de travail. Et troisièmement, un salaire décent. Et notre modèle jusqu'ici, il faut croire qu'il marche pas trop mal. Premièrement, notre projet est plutôt cool. On est une équipe jeune, dynamique et qui a envie de devenir numéro 1 sur son marché. Deuxièmement, les conditions de travail de Rhodes sont plutôt bonnes. On est en 100% remote, les équipes gèrent leur emploi du temps comme elles le souhaitent et on fait régulièrement des team building plutôt sympas. Et troisièmement, le salaire est cohérent avec le marché et surtout avec le coût de la vie de la ville dans laquelle habitent les équipes. Bien payer ses salariés en agence est probablement l'un des sujets les plus difficiles. Les prix sont fixés par le marché, donc il est impossible de facturer 3 fois plus cher que son concurrent. Et comme tout repose sur l'humain, il y a beaucoup de charges fixes. Les bureaux, les salaires, les charges sociales, etc. Conclusion, les marges sont assez faibles et donc il y a assez peu de latitude. Mais nous, j'avoue que le fait qu'on soit en 100% remote, ça nous facilite quand même pas mal la vie. On n'a pas de bureau, donc on n'a pas de coût à ce niveau-là, même si on dépense quand même pas mal d'argent dans les team building. Et surtout, on se limite pas à une zone géographique autour de Paris, donc le coût de la vie est plus bas et les salaires peuvent être également un peu plus bas. Donc bref, même si on paye pas des fortunes, on peut recruter des talents un peu partout en France et même à l'étranger et leur permettre de vivre confortablement et de travailler dans des conditions agréables. Donc le remote, ça nous aide énormément, mais on a aussi une deuxième arme assez puissante dans notre recrutement, c'est notre stratégie de contenu. J'avais sous-estimé l'impact de publier beaucoup et fréquemment sur les réseaux, mais en fait ça crée une sorte d'effet de halo autour de Rhodes. Les gens nous voient, mais ils s'intéressent à ce qu'on fait, ils nous aiment bien, donc ça crée de la sympathie, et au final s'ils partagent nos valeurs et notre vision, ça leur donne envie de rejoindre l'aventure. D'ailleurs, je vois directement la différence dans la qualité des candidatures, selon que la personne nous découvre via une fiche de poste ou qu'elle nous connaisse d'avant. Notre enjeu, ça va être sur les prochains mois de maintenir ce niveau de qualité dans nos profils, et surtout parce qu'on va commencer à recruter des personnes qui, 1, ne connaissent pas notre métier de base, la publicité ou la créa, et 2, ne nous connaissent pas tout court. Mais bon, comme on dit, un problème à la fois, on verra ça plus tard. Quatrièmement, les grands comptes. Il y a quelques temps, je vous parlais de notre envie d'évoluer vers des grands comptes et de faire monter notre panier moyen. Pour faire ça, on a commencé par simplement augmenter nos tarifs, on a intégré d'autres canaux à notre offre comme Google et Pinterest en recrutant des profils solides sur le sujet, mais surtout on a changé de cible et de problématique en ne travaillant plus qu'avec des marques qui font au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel en e-commerce. Cette suite de petites actions nous a permis de repousser les marques qui sont trop petites pour travailler avec nous et d'attirer plutôt des marques un peu plus grandes, qui ont plus de budget et donc qui peuvent rester plus longtemps chez nous. Et en parallèle, ces derniers mois, il y a un phénomène assez intéressant qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, on a attiré plutôt des marques e-commerce pure player, donc qui sont nées dans le digital et qui vendent très peu en physique, mais on a petit à petit commencé à intéresser un autre type de clients, les retailers. Les retailers sont assez reconnaissables. Généralement, c'est des structures qui sont bien plus grosses et bien plus établies. Les prises de décision sont forcément un petit peu plus longues. Ils font beaucoup de chiffres en e-commerce, mais ça représente que rarement plus de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires global. Et ils ont des enjeux qui vont au-delà du e-commerce, avec notamment de la notoriété et du drive to store, entre autres. Dans ces marques, il y en a qui font quelques dizaines de millions d'euros, d'autres qui font plusieurs centaines de millions d'euros. Et on a même signé avec des marques qui font partie de groupes qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ma compréhension, c'est que ce qui fait le lien entre les marques un petit peu plus DNVB, pure player et les retailers, c'est le e-commerce. Et en fait, ces grosses marques-là, elles veulent aller aussi vite que les marques plus petites, mais qui sont bien plus digitales et agiles. Donc tout notre enjeu, ça a été d'adapter notre accompagnement à leur mode de fonctionnement pour leur mettre à disposition ce savoir-faire que l'on a développé. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une sacrée demande là-dessus, puisqu'on a signé avec des marques comme Oxbow, l'Occitane en Provence, MyBlend, filiale de Clarins, une marque du groupe Ailleurs, ou encore Promode, ID Kids et bien d'autres dont je ne suis pas autorisé à communiquer le nom. Tout ça donne un nouveau souffle à l'agence, nous pousse à nous challenger et à revoir nos accompagnements et notre positionnement. Désormais, on adresse deux types d'entreprises, les pure players et les retailers, le tout avec le prisme du e-commerce. Cinquièmement, les chiffres du mois. Ces derniers mois, on a fait beaucoup de progrès sur pas mal de sujets et l'agence est clairement en train de prendre une autre dimension. On n'a pas encore atteint les fameux 100 000 euros par mois, même si on s'en rapproche dangereusement, mais on a une très belle courbe de croissance depuis le début de l'année. Pour rappel, en janvier, on a fait un chiffre d'affaires d'à peu près 63 000 euros. En février, on a fait 89 000 et quelques centaines d'euros, donc on était presque à 90. En mars, on a soutenu la croissance avec 88 000 euros de chiffre d'affaires. Et en avril, alors qu'on avait un objectif ambitieux de 96 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois, on a fini à 97 407 euros de chiffre d'affaires facturé. Sur les 4 premiers mois de l'année, on a donc généré un chiffre d'affaires de 333 980 euros. La première bonne nouvelle, c'est que notre panier moyen augmente fortement. En média, on est à 2367 euros par client. En créa, on est à 2692 euros par client, ce qui témoigne du fait qu'on travaille avec de plus en plus de grosses marques et qu'on arrive à scaler les comptes. Et la deuxième très bonne nouvelle, c'est que le pourcentage de notre chiffre d'affaires qui provient de revenus récurrents a atteint 98% en avril, signe que l'on a enfin craqué cette problématique. Les difficultés sont toujours les mêmes, garder nos clients le plus longtemps possible, churn, maintenir un niveau de satisfaction élevé à travers le NPS qu'on mesure tous les mois. Et désormais, il y a aussi un gros sujet RH qui est venu s'ajouter, puisqu'on a prévu de recruter 6 personnes dans les 2 prochains mois. Honnêtement, on est assez content de la trajectoire qu'on est en train de prendre, mais les prochains mois risquent d'être très challenging et surtout cruciaux pour le développement de la boîte, donc il ne faut pas qu'on se rate. L'objectif pour mai est de faire 113 792 euros de chiffre d'affaires, soit 17% de croissance par rapport au mois d'avril. Je te dis rendez-vous dans un mois pour voir où on en est. C'était Étienne, ciao.